Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc ce soir, je reçois un jeune agriculteur qui s'est installé il y a quelque temps, producteur de champignons dans le département 64, que j'ai rencontré il y a pas longtemps avec notre ami Franck, producteur de cochons là-bas. Donc je vais te laisser te présenter, Andreas, et puis dire un peu comment tu t'es installé et comment fonctionne surtout ta production. Salut Philippe. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Bonsoir, bonjour à tes auditeurs. Donc moi c'est Andrea. J'ai 34 ans et donc je suis producteur de champignons, on appelle ça myciculteur dans le jargon. En gros, ben, je fais pousser des champignons comestibles donc dans mon garage que j'ai aménagé. C'est une production en intérieur. Certains pourraient qualifier ça de hors sol. Donc je fais ça, mais j'ai aussi une partie qui est dans une partie de mon champ en extérieur, donc là des productions plutôt typées maraîchères, notamment pour la morille. Alors comment je me suis installé? Donc je me suis installé au début, ben, je comptais pas m'installer en fait. Donc moi je faisais et je fais toujours de la formation, donc j'ai monté en fait, si tu veux, plusieurs projets de ferme maraîchères initialement. Donc un premier projet dans le Gers qui a échoué en GAEC, un où on ne s'est pas du tout associé, était chacun en EI qui a échoué. Un troisième associatif vers Albi, si tu connais le coin, qui Oui, a échoué. 81, oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bon, faut que tu montes ton truc. Donc j'ai commencé dans le garage de mon père. Après, je me suis installé donc dans le 64. Là, j'ai cultivé en appartement et je produisais quand même assez pour commencer à en vendre un peu. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas monter une ferme et devenir véritablement agriculteur. Tu vois, avant, j'étais plutôt formateur pour les particuliers, etc. Mais il y avait certaines, tu sais, de mes élèves qui déjà, hop, ils commençaient à vendre des champis, monter des structures un petit peu. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. Moi qui adore ça. Et donc c'est comme ça que je me suis installé en fait quand j'ai vu qu'il y avait une demande pour les champignons, quoi, tu vois. Euh, Initialement, moi je suis plutôt issu du maraîchage. C'est c'est ça qui est dans mes compétences et le champignon, du coup, il a fallu tout apprendre de zéro parce que en France, on n'avait pas grand-chose. Si tu veux, en France, T'as ce qu'on appelle des producteurs de substrats. En gros, pour te la faire court, tu as plusieurs manières de cultiver les champignons. Tu sais, tu as les gros substrats que tu achètes, tu poses tes blocs. Donc ça, c'est les sociétés qui vendent ça en France. Et moi, je suis parti du principe que pour vraiment avoir toute la rentabilité, j'ai produit moi-même dans mon sous-sol donc, ces blocs-là de champignons qui m'apportent du coup une meilleure rentabilité, quoi. Voilà comment je me suis installé. Et je suis installé, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Oui, et tes parents n'étaient pas agriculteurs. Non, ça a sauté une génération, si tu veux. Il y avait mon grand-père qui était agriculteur, qui faisait du lait, mon oncle qui a fait aussi du lait, mon père qui a tout refoulé en bloc. Et donc, lui, c'était le gars, genre, on avait un grand jardin, une forêt, et il y avait zéro truc alimentaire, tu vois. Genre, moi, j'étais là, je voulais faire pousser mes haricots, mes tomates. Il fait non, 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 tu feras ça chez mamie. Et donc, ça a sauté une génération. Même D'accord. mes parents, ils m'ont fait dévier. Au début, tu sais, moi, je voulais faire des céréales quand j'étais jeune, je sais pas, je devais avoir 16, 18 ans, tu vois. Et ils m'ont dit non, non, tu vas pas faire ça. Et hop, ils m'ont envoyé dans des études, tu vois, des cours dans cette branche jusqu'à une licence. J'ai jamais passé vraiment de diplôme d'agriculture, mais c'est toujours resté là. Et ben, la preuve, aujourd'hui, j'en suis, quoi. Et alors donc, pour démarrer une activité comme ça, producteur de champignons, tu commercialises après toi-même, faut pas beaucoup d'investissement si d'autres jeunes veulent copier ton modèle. On peut s'installer facilement comme tu l'as fait ou pas? Or, franchement, d'un point de vue des capitaux, de la trésorerie qu'il faut, c'est vraiment, genre, disons qu'avec. Alors, moi, j'ai la chance donc d'avoir une maison où j'ai mon sous-sol. Donc, j'ai un Oui. endroit où cultiver. Il faut au moins être bien un 80 mètres carrés ou 150 mètres carrés pour deux personnes, déjà, en termes de surface. Après, là, moi, j'ai investi autour de 12 000 euros. Donc, j'ai fait les murs, l'électricité, l'eau, tout l'appareillage. Et là, j'ai vraiment un super bon outil de production. On peut Oui. monter à 15 000 pour avoir une Rolls-Royce avec, tu vois, des mélangeurs, Oui. etc. Euh,
Donc ça, donc je trouve que 15 000 pour une activité agricole, c'est pas beaucoup en termes de capitaux comparé à toi quand tu faisais du lait ou à Franck quand il fait des cochons. Voilà, ça n'a rien à voir. Ah non. Après, là où il y a une petite barrière à l'entrée, ça peut être d'un point de vue technique. Parce que tu as trois niveaux, si on peut dire, de culture champignon. Tu as le niveau que j'ai expliqué précédemment, où tu prends tes substrats, tu les mets directement dans ce qu'on appelle une chambre de fructification. C'est un endroit où tu fais pousser tes champignons, donc tu as l'aération, l'humidité, la lumière, bref. C'est de ce bloc que sortent les champignons. Donc ça, c'est le niveau 1 en culture. Après, tu as le niveau 2, donc ce que je t'ai dit, où tu fabriques tes substrats. Donc là, tu prends la matière première, la paille, la sciure, puis tu mélanges ça aux graines de champignons, tu fais incuber avant de passer en fructification. Donc là, hop, tu gagnes déjà un cran de rentabilité, mais tu as aussi un cran technique à avoir. Et après, tu as le troisième cran qui est vraiment, donc là, tu fabriques ta semence de champignons. Donc tu peux l'acheter une fois tous les 2 3 ans. Tu la boutures comme tu bouturerais un gourmand de tomates. Tu fais tes graines, tu fais ton substrat, tu mets en fructification. Et là vraiment, la rentabilité, elle est top. Mais du coup, c'est aussi une barrière technique en plus. Voilà. Donc c'est pas évident, mais franchement, ça se fait. Ben, vous irez voir sur ma chaîne, j'explique comment je fais. Donc, j'ai une chaîne qui s'appelle cultiverleschampignons.com. Enfin, ça, c'est le site. Et la chaîne de même nom, Cultiver les champignons. Donc, je montre ce que je fais. Et franchement, vous allez voir, enfin, il y a un côté un peu scientifique laboratoire pour la dernière partie, Oui. mais globalement, franchement, on n'est pas en train de lancer des fusées. C'est accessible à ceux qui ont la passion, tu vois. Genre, c'est comme faire du lait, tu vois. Ça demande, je suppose, certains réglages précis, Oui, 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 pas oui. d'alimentation et tout. Ben, moi, De la c'est technique. Quand tu dis ta chaîne, c'est pour aller voir, c'est cultiver. cultiver les champignons. Voilà. Après, tu as une autre chaîne qui s'appelle le chien dent. Ça, Oui, tout à fait. c'est autre chose. C'est tout à fait, ouais. On a une chaîne qui s'appelle Chien Dent, donc avec mon ami Franck. Donc on fait des interviews d'agriculteurs. On parle donc très fortement d'agriculture, de business, de liberté. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand va sortir ta vidéo, mais on t'a invité sur la chaîne. Donc si vous aimez ce que dit et raconte Philippe, vous aurez plus de 2 heures de Philippe. Donc Ben, franchement, Il y c'était avait c'était vraiment Franck sympa. aussi. Il y avait Franck aussi, il y avait Franck aussi, tout à fait, ouais. Mais très intéressant, moi j'ai appris plein de choses, tu vois, genre je suis un peu un genou encore dans l'agriculture, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et c'est très formateur pour moi aussi de recevoir des gens comme toi sur le podcast. Ouais, très bien. Alors donc après, tes champignons, une fois que tu as été jusqu'au bout, je les ai vus chez toi hein, dans le sous-sol. Comment, oui, effectivement, il faut une maison, une assez grande maison, enfin, si on peut dire. Et après, tes acheteurs, c'est toi qui es maître de ton prix, t'as la main sur la facture. Tes interlocuteurs, c'est les AMAP, c'est quoi? C'est Ouais, alors tout à fait, on a 100% la main sur la facture. Donc globalement, on vend à 2 niveaux. On vend à un niveau vraiment direct, donc sur les marchés. Donc là, directement avec les particuliers. Et après, un niveau un peu intermédiaire. Alors pour les AMAP, tu vois, ils nous prennent pas de frais. Donc globalement, on récupère toute la facture plateforme, par exemple La Ruche qui dit oui ou Cagette.net, tu vois, eux, ils nous prennent une commission. Donc, ils sont quand même apporteurs ouais, d'affaires la quelque ruche part. qui dit oui. Tu travailles avec la ruche qui dit oui? Ouais, ouais. Et du coup, ils nous prennent aussi quelque chose, tu vois. Mais bon, écoute, ça nous fait des volumes de vente. Globalement, la marge reste très bonne de notre côté. Donc voilà, tu vois, genre, c'est un modèle qui est vraiment B2C, enfin, vers les consommateurs directs. Après, tu as des modèles aussi en myciculture où c'est directement comment dire, les myciculteurs, nous, qui vendons à des supermarchés, etc., à d'autres business, quoi. Et là, par contre, si tu vends par exemple typiquement donc à des centrales d'achat ou quoi, ton prix il est divisé par 2, voire par 3. Ah oui, Donc ouais, ouais, ouais. Ben, pour te donner un ordre d'idée, pour du pleurote gris, en centrale d'achat, ils vont te le prendre entre 6 et 9 euros le kilo. En fait, ils vont s'aligner, tu sais, au prix de Rungis. d'accord. Et si moi sur le marché, le pleurote gris, par exemple, je le vends 16 euros, tu vois. Donc
enfin voilà. Après, c'est pas du tout la même qualité, tu vois, genre. Non, non, toi, euh, c'est pas la même qualité. Alors, quand tu dis Saline sur Rungis, parce qu'à Rungis, il vient des champignons de toute l'Europe, non? Ouais, 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 totalement, ouais. T'as la pleurote FR, mais après, t'as la pleurote Italia, etc. Mais globalement, après, les pleurotes, ça reste relativement français. Les shiitake aussi, mais c'est toujours pareil, tu sais, genre, c'est des substrats qui viennent d'Asie parce qu'ils sont performants, on les met en France, ça produit en France, mais on va dire qu'il y a une partie de l'argent qui sort quand même du pays à ce niveau-là. Après, pour tout ce qui est champignons de Paris, ça en France, il y en a beaucoup de Hollande qui sont aussi vendus à Rungis et beaucoup de pays de l'Est qui vendent des champignons sauvages. Mais là, ça sort de mon domaine. Moi, c'est vraiment des champignons de culture. Je ne vais pas cueillir en forêt. Bien que certains champignons qui sont en forêt, on peut les mettre en culture dans nos fermes. Mais toi, tu le fais pas, ça. De mettre des champignons de forêt en culture dans Non, ma ferme? d'aller cueillir dans les prairies en forêt, tu fais pas ça, toi. Euh, je le fais, mais à un niveau, genre, c'est pour moi, c'est pour ma famille, tu vois, genre, Oui, ça va être marginal. 2-3 kilos par-ci par-là. Tout à fait, ouais, ouais. Je les vends pas, je les vends pas, je les garde pour moi, globalement. Mhm. On, Et on donc, pourrait, en vrai, Et donc, on pourrait, mais ton modèle économique tel qu'il est monté là, ouais, tu penses qu'il y a de la place pour certains jeunes non, voilà, faut avoir des connaissances techniques quand même, hein, parce que j'ai vu comment c'était ouais. dans ton sous-sol, le suivi et tout. Enfin, je sais pas, t'as fait une formation avant de faire ça, toi, non? Alors, j'ai pas fait de formation. Je cherchais une formation initialement quand j'étais dans une des fermes dans le Gers, parce qu'on a commencé à cultiver, tu sais, sur des bottes de paille, enfin, vite fait, avec ce qu'on trouvait. J'avais trouvé un livre à l'époque. Maintenant, il y a un peu plus d'informations. Mais j'ai pas suivi de formation parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai monté aussi le site, la chaîne, parce que le fait d'expliquer quelque chose, ça tout, enfin, t'intègres hyper bien l'information. Donc, moi, j'ai monté une formation éventuellement pour ceux qui veulent se professionnaliser, bien qu'on puisse passer par d'autres moyens pour monter sa ferme sans problème, quoi. Alors c'est bien parce que tu travailles sur place, t'es chez toi, t'es Oui. autonome quelque part. T'es, t'as tout sur place, Oui, quoi. oui, clairement. Ah ben clairement, là, pour récolter, je vais une fois par jour en bas au sous-sol et c'est fait. Bon, après, tu vois, il y a tout ce qui est le substrat et tout, mais globalement, si j'avais la ferme à 10-15 km, il faudrait que je fasse quand même tous les jours les allers-retours parce que si tu veux vraiment une bonne qualité, il faut récolter au bon moment et ça se joue en heures, surtout quand il fait chaud comme ça, les champignons ils poussent très vite. Tu vois, en 12 heures, tu peux avoir un doublement de la taille du champignon, ce qui fait que c'est plus la même qualité, il y a beaucoup plus d'eau à l'intérieur. Enfin bref, ouais, il faut... donc c'est vraiment une chance. Et surtout, j'ai pas à payer le prix d'un local commercial, quoi. D'être chez toi, c'est vraiment bien, quoi. Oui, j'ai vu que c'était très technique, hein, c'est-à-dire que là, on parle même pas à la journée, hein. Des fois, quand il fait chaud, faut être présent, faut surveiller. C'est quand même, j'ai trouvé que c'était très technique, hein. Ouais, mais c'est technique dans le sens où c'est contrôlé, tu vois, c'est vraiment très contrôlé. Euh, Les champignons, c'est vraiment fragile, tu vois. Genre, ils ont besoin à la fois de lumière, ils ont besoin qu'il fasse pas trop chaud, pas trop froid. Il faut un peu d'humidité, mais pas trop, sinon ils ont des bactéries. Il faut de l'air pour qu'ils respirent, mais pas trop pour pas que ça les déforme. Enfin, c'est une culture qui est sensible et qui demande du contrôle, tu vois. Mais moi, ça va bien avec ce que j'aime et le petit côté. Il faut dire qu'il y a un petit côté scientifique aussi de Oui, réglage, d'affinage. C'est c'est pas de l'agriculture alors, je dis pas de grands champs ou quoi, mais même bien qu'il faille, je pense, la même précision pour toutes les cultures. Tu vois, si je pourrais très bien faire ça moins précisément et obtenir des résultats plus faibles, mais je pense comme dans n'importe quelle agriculture, hein. C'est c'est technique dans le sens où quand tu produis ta semence, en effet, moi j'ai un petit laboratoire dans lequel en fait j'ai ce qu'on appelle une hotte à flux laminaire qui envoie un air filtré. Et c'est la même qualité d'air que tu as dans les blocs opératoires. Donc en fait, tu es vraiment dans un environnement propre. Il faut que tu fasses attention de ne pas contaminer les choses. Là, ça, c'est vraiment l'aspect le plus technique et qui ressemble plus à un aspect laborantin que vraiment oui. agricole à proprement parler.
Mais voilà, ça reste quand même un domaine où on fait pousser de la nourriture, quoi. Mais moi, j'ai ressenti en allant chez toi qu'on était un peu dans l'agriculture, la technique de précision. J'ai senti que c'était. Alors après, bon, dans l'élevage, on a ça aussi, hein. Dans les hors-sols, dans la vigne, tout est technique. Mais j'ai senti, oui, qu'il y avait t'avais un peu ce toucher. Ça faisait penser un peu à un labo, entre guillemets, tu sais, où tu dois avoir de la précision, de la rigueur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais en fait, si tu veux, dans ma taille de ferme, qui est petite, hein, je produis sur 80 mètres carrés en tout, donc en fait, l'espace est tout petit, donc pour avoir une bonne rentabilité, il faut que tout soit hyper optimisé, en fait. Ah oui. T'en as qui cultivent dans des, tu sais, des caves naturelles, etc., donc qui sont moins contrôlées, où il y a plus d'inertie de température, ça c'est bien, mais où tu as moins de luminosité, peut-être les réglages d'air, etc., sont pas aussi précis. Mais là, ils mettent du volume, tu vois, donc tu peux te permettre de perdre en précision. Mais moi, quand le carré qu'il faut que je tire le meilleur, je suis obligé d'être hyper précis. C'est un peu le revers de médaille de mon modèle Ah qui est, oui. sim- qui est simple, pas cher à mettre en place, mais du coup, en termes de précision et de connaissance, c'est là il faut, on va dire, pour avoir un bon résultat viable, quoi, économiquement parlant. Donc là, avec ta production de champignons, tu dois être présent tous les jours. Même le dimanche, tu travailles. Tout à fait, ouais, tous les jours, tous les jours, tous les Est-ce qu'il y a des jours. périodes, C'est une astreinte, hein. bah oui, est-ce qu'il y a des périodes creuses où tu peux dire je peux partir 15 jours en vacances? Non? Je pourrais les aménager, mais je ne l'ai pas fait cette année. Tu vois, typiquement, je pense que l'année prochaine, il y a quand même une baisse de la demande de champignons en juillet, en août. Il est possible que je cultive pas pendant ces 2 mois-là, tu vois. C'est D'accord. possible. Mais par exemple, si je veux ne rien faire pendant 15 semaines, je suis obligé de le programmer à l'avance. Parce que, ben, tu sais, c'est un organisme biologique, sa vie. Donc, si je fais du grain, il faut que je compte 2 semaines. Le substrat, 4 semaines. La fructification, 4 semaines. Donc, ça veut dire que il faut que je regarde 1 mois et demi ou 2 mois avant pour me dire, ah, à ce moment-là, je vais rien avoir en Ah fructification et oui. je pourrais partir en vacances. Donc, Il c'est faut faisable. faut que tu anticipes. Et puis tu viens de t'installer. Et tu viens de t'installer. Oui, 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 je viens de m'installer, donc voilà, c'est le moment où il faut aussi travailler, connaître le local, tu vois, parce que les variations de température au cours de l'année, euh, quand tu les connais, tu peux mettre les bonnes espèces de manière saisonnière, quoi, aussi. Si tu sais que ça descend à 16, 15 degrés en hiver, que ça monte à 24, tu connais ton rang de température, tu connais les espèces que tu dois mettre, quand tu dois les mettre, etc. Donc j'ai beaucoup optimisé ça cette année aussi, quoi. Alors, je sais pas après si les auditeurs y connaissent, mais quelles sont les différentes, en gros, les variétés que tu utilises? Alors, les grandes variétés, donc il y a ce qu'on appelle le pleurote gris, qui est donc, moi globalement, là, c'est que des champignons qui poussent sur du bois ou de la paille. Donc le pleurote gris pousse sur bois et paille. Après, on a le shiitake, qui est un champignon asiatique, qui lui pousse traditionnellement sur des bûches, mais que je fais en substrat également à base de chêne. Après, j'ai ce qu'on appelle la foliote du peuplier, qu'on appelle aussi le pio-pinot, qui est un champignon un petit peu endémique du côté de Marseille, tout ça, donc qui aime vraiment les chaleurs, tu vois, par 24-25, qui se développe vraiment bien. Donc ça, c'est un petit goût de cèpe boisé, c'est vraiment pas mal. Après, un autre champignon qu'on fait plutôt en hiver cette fois, c'est un pleurote, mais dit du panico. Le panico, c'est un chardon. Et donc ce champignon, dans la nature, il va se développer sur les racines en décomposition du chardon. Donc il va avoir un peu l'aspect d'un cèpe, on l'appelle le pleurote cèpe aussi. C'est un champignon aussi qu'on vend très bien. Après, tu as le chestnut, c'est un champignon qui ressemble à une forme de châtaigne qui est de la même famille donc, que les foliotes, donc le Pio-Pinot de Marseille. Voilà, la crinière de lion, qui est plutôt un champignon qu'on consomme médicinalement, tu vois, c'est très spécial, ça ressemble à une boule blanche. Généralement, les gens, quand ils voient ça sur le marché, se disent qu'est-ce que c'est? Il y en a qui sont curieux, qui y vont, mais il y en a, enfin, tu vois, genre, déjà, les champignons qui connaissent pas. Mais alors, un champignon qui ne ressemble pas à un champignon, là, c'est terminé. Et le dernier
que je cultive et que j'améliore, enfin, on va dire qui est en implémentation dans mon entreprise, c'est la mori, mais qui, elle, va se cultiver en extérieur de manière plus maraîchère, que les gens doivent enfin, forcément connaître très bien, quoi. Donc voilà actuellement qu'est-ce que je cultive sur la Oui, ferme. parce que dans certains consommateurs, il y a une crainte sur le champignon, tu sais, mais c'est plus les champignons ramassés dans les champs, où il y a des intoxications tous les ans aux champignons, mais toi, tu n'es pas dans ce cadre-là. Hmm, alors non, mais si tu veux, tu as des champignons comme la mori, c'est un champignon comestible. Mais si tu le manges cru, en fait, tu vas t'intoxiquer parce que le champignon, il contient des toxines, en fait. Et on a ça, par exemple, pour le chestnut ou le shiitake aussi. Si tu les manges crus, bon, tu vas pas mourir, mais tu vas faire une mauvaise indigestion, tu vois, Ah, tu vas avoir mal d'accord, au ventre. d'accord. Et donc, parce que les molécules donc, qui sont toxiques sont thermosensibles, donc quand tu les cuis, ça les élimine. Et là, tu peux consommer sainement tes champignons, quoi. Ah, très bien. Alors, est-ce que tu aurais un mot de conclusion, un mot de la fin, suite à cette présentation d'un modèle agricole d'installation qui est beaucoup plus simple que ce qu'on peut connaître, hein, et ça, on peut le développer à l'infini, ton modèle, là. Parce que vendre des champignons, le marché est pas, vous n'êtes pas en surproduction. Faut trouver le consommateur en face, mais il y a de la place. Ouais. Oui, alors, en conclusion, euh, il y a de la place. Mais tu vois, moi, je suis à Saint-Armoud, donc une ville qui est proche de Pau. Et Il y j'ai a une élève 30 kilomètres de Pau, 30 kilomètres, non? 20 km. 20 kilomètres de Pau. Ouais. Et je vends même pas sur Pau parce que tous mes débouchés se font localement ici. Alors, il y a quand même des AMAP qui nous amènent un peu plus loin dans les terres, tu vois, genre ils viennent prendre leurs champignons et les livrent à 15-20 km encore un peu plus loin, tu vois. Donc il y a ça. J'ai un élève aussi qui est installé à Pau, il y a une autre personne qui est à côté, qui a 1 kilomètre de chez moi, qui produit aussi quelques champignons. Euh, mais globalement, on se fait pas concurrence. Il y a vraiment de la place, quoi. Tu vois, il y a pas de, il y T'es a. bien, t'es bien dans le modèle, toi, qu'on prône avec la dicrimocratie SOS Mère. T'es bien dans le local, toi. T'es en plein Ah dedans. ouais. Ah ouais, ouais, 100%, ouais, 100%. Et donc, tu disais, ce modèle, est-ce qu'on peut le répliquer à l'infini? Donc, plusieurs personnes peuvent le répliquer, donc jusqu'à couvrir certainement, tu vois, toucher une profondeur de marché où là, bon, tout le monde a suffisamment de champignons. Mais après, si moi, je veux répliquer mes unités de production, Oui. ça va je peux le répliquer, mais tu vois, ça va me faire baisser en rentabilité parce que forcément, il va falloir employer des gens à un moment Ah oui. donné. Et je gagne bien ma vie parce que je vends tout en local. S'il fallait monter les volumes, eh ben, je baisse la marge et en fait, je gagne plus rien. Donc, il y a le modèle que j'ai peut grossir, certainement doubler ou tripler, mais pas plus. Tu vois, au-delà de, je pense, 600 kilos de champignons par mois ça va commencer à ronger ma marge et ce sera moins bon. Sachant qu'actuellement, je produis 200 kilos de champignons par mois et que ça me fait un bon salaire, quoi. D'accord. Donc oui, donc il n'y a aucun intérêt. Vaut mieux plus de petits producteurs comme toi. Hmm. Ben, clairement, clairement, Ouais, ouais, clairement. je suis surpris du chiffre que tu m'as donné entre Rungis et le prix que tu les vends. Ouais, Rungis, c'est vraiment un prix au ras des pâquerettes, hein. Ah oui, oui, clairement, ouais, clairement. Là, il faut faire plusieurs tonnes. Tu as des entreprises, hein, t'as des entreprises qui produisent 14-15 tonnes de pleurotes par mois, mais du coup, ils les vendent au rabais. C'est pas la même qualité, tu vois, tu as une perte de qualité. Le champignon, c'est hyper fragile entre le moment où tu le récoltes, le moment où il est dans le supermarché. Donc, ça se fait, mais c'est pas la, vraiment là, on n'est pas sur la même qualité de champignons, quoi. Non, non, Et je comprends. les gens sont contents de nous acheter local, ils nous demandent, ils sont vraiment contents de soutenir les producteurs, tu vois. Genre, j'avais des études comme ça, tu as plus de 60 personnes qui achètent au marché qui viennent parce qu'ils sont contents de soutenir localement un producteur, quoi. Donc c'est ça. Bon, après, tu as d'autres paramètres qui sont la Oui, qualité, oui. etc. Mais le fait de soutenir, c'est un argument. C'est un argument pour les gens. Donc ça, c'est quand même positif pour nous, bien que on ne peut pas baser entièrement notre entreprise sur.
Non, non, mais oui, oui, ça c'est la note positive, hein. Le local, on peut démontrer qu'on peut faire vivre des agriculteurs localement. Alors, peut-être pas 100% hein, de ta commune, mais au moins il y en a plusieurs qui peuvent se détacher du lot et faire comme toi tu fais, bah, comme fait Franck avec ses cochons, hein. Puisque Franck vend tous ses cochons au détail, hein. Et il vend Oui, tout au oui, détail, hein. clairement. Je l'inviterai à une émission, c'est pareil. Donc, si tu as un mot de la fin, Andreas? Bah, écoutez, le mot de la fin, je dirais que la myciculture, c'est un bon modèle agricole, mais il faut aimer deux choses. Le hors-sol, parce que bien que la morie et il y a d'autres champignons qui commencent à arriver, on a des techniques d'Asie qui petit à petit se répandent en Europe, mais dans un premier temps, si vous voulez vraiment faire un truc rentable, il faut aimer le hors-sol, la précision et la technique, sinon vous ne serez pas épanoui dans ce métier. Voilà, ce sera ma conclusion. Euh, je te remercie Eh ben, sur écoute, l'invitation. écoute, c'est moi qui te remercie. Tu m'as invité chez toi, donc voilà. Je te remercie et puis je te dis à bientôt. Un bonjour à toute la famille dans le 64. Mais pareil, pareillement. Merci à toi. Et à bientôt. On se refera certainement, si t'as le temps d'ici là, un petit podcast avec toi. Ah oui, On, oui, oui. on a bien aimé t'avoir. On va refaire des émissions. Il y a plein de choses à dire. Ah oui, je crois bien, oui. Bon, bah merci Andreas. À bientôt. Merci. Merci à toi, Philippe. À bientôt. Au Salut. revoir.